Selon des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante s'informe sur les zones d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est donc là les titres à la une de l'agence congolaise de presse ACP. ACP qui a titré ce matin, comme vous le voyez là, apparaître sur vos petits écrans. Enrôlement des électeurs, la CENI s'informe sur les zones d'insécurité dans l'Est. C'est les titres à la une de l'ACP. Alors, la prospérité qui aborde un autre sujet écrit. Sama Lukonde, comme l'artisan de la matérialisation de la vision du chef de l'État, l'exécutif national, il s'est engagé à mettre la machine en œuvre en coordonnant et en pilotant l'action gouvernementale pour la mise en œuvre du programme approuvé par la majorité parlementaire. Donc le journal s'intéresse aux 2 années de Sama Lukonde à la tête du gouvernement de l'Union sacrée. Voilà, alors un autre journal qui a titré ce matin au sujet justement de l'an 2 de Sama Lukonde à la primature, c'est Africa News qui écrit « Le point fort, cet hebdomadaire rappelle qu'aussitôt nommé, le Premier ministre s'est lancé à la fois dans les consultations et la rédaction de la première ébauche du programme de son gouvernement suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. » Et Congo Nouveau qui reste sur la même voie, estime que le chef de l'État 2 ans après ne va pas regretter du choix porté sur Sama Lukonde. C'est le titre de Congo Nouveau ce matin. Un autre journal, c'est L'Avenir, qui est d'avis que le gouvernement Sama, 2 ans après, a mis en place une économie résiliente. Voilà. Ce sont là les titres des journaux que nous avons reçus ce matin, des journaux qui sont plus penchés sur les 2 années du Premier ministre à la tête du gouvernement dit des Warriors. Alors un autre sujet à la une ce matin que nous allons aborder tout au long de ce magazine kiosque, c'est les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs qui va débuter déjà demain, 16 février 2023, dans la 3e ère opérationnelle. C'est donc l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà, la société civile de Rutshuru, Niragongo notamment, s'élève pour dire niet. Pas question, il faut voir la priorité. Ils ont dit non à ces opérations, autant plus qu'il y a la partie est occupée par la M23, il y a l'insécurité dans ce coin de la capitale. Nous allons analyser, nous allons revenir encore sur cette question du nouveau plan des déploiements de la force régionale, tel que rendu public par des chefs d'état-major de l'EAC. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de nous suivre. Nous avons 3 invités, 2 sont déjà là avec nous. Siméon Isako, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci de l'invitation. Alors en face de Siméon Isako, il y a Isaac Ngwenza qui est déjà avec nous. Bonjour messieurs les éditeurs. Bonjour Gisèle, bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque. Et je pense qu'ils ne vont pas regretter le fait d'avoir choisi Kiosque pour avoir une idée claire sur l'actualité du pays. Voilà, ils ne vont pas regretter comme vous le dites. Alors Siméon Isako, j'aimerais tout d'abord qu'on puisse commenter, que vous puissiez commenter les titres de journaux qui se sont plus penchés sur l'an 2 du gouvernement des Warriors. Alors par rapport à ces commentaires, ces titres, quels commentaires vous, de votre part, vous faites par rapport à ces 2 ans du gouvernement? Eh ben, j'estime que le bilan du Premier ministre Sama Lukonde, c'est un bilan positif, Je crois qu'à ce stade, le chef de l'État n'a pas à regretter et ne regrette pas les choix portés sur ces dignes fils du pays, qui est Sama Lukonde. C'est un Premier ministre qui fait bien son travail, bien qu'on doit l'admettre aussi. Il y a un peu des petits conflits entre les ministres, les conflits liés aux prérogatives des ministres, certains petits conflits qui n'ont jamais été résolus jusqu'à ce stade. Je sais que par exemple aux affaires étrangères, il y a les ministres, les vice-premiers ministres et ministres des affaires étrangères, Christophe Lutondola avec son adjoint, qui vivent toujours
un tout petit peu à couteau tiré. Il y avait cette affaire qui avait même fait en sorte que les ministres de l'économie puissent partir, la gestion des affaires des chinchards qu'on avait achetés, je crois, au Maroc. Il y avait un conflit des prérogatives entre lui et les ministres des pêches. Ben, c'est un peu des situations qu'il n'a pas su gérer. Mais sinon, dans l'ensemble, son bilan est positif parce que il suffit de voir sur divers plans, divers secteurs, comment il est en train de gérer la situation. Aujourd'hui, les infrastructures, il y a des hôpitaux qui pilulent un peu partout, il y a des écoles, il y a des, il faut aller à Bujima et vous verrez qu'il y a, au Kassai-Oriental, je veux dire, vous verrez qu'il y a des hôpitaux ici, à Kinshasa, vous voyez comment Mama Emo est en train d'être réhabilité, il y a des nouveaux bâtiments qui sortent de la terre, et des infrastructures routières qui sont asphaltées, un peu partout, au Lualaba, au Katanga, Bandundu, un peu partout, il y a des infrastructures routières qui sont asphaltées, d'autres réhabilitées. Il y a plein de trucs qui sont faits comme ça sur le plan des infrastructures. Il y a notre budget qui est parti de 5 milliards à 16 milliards aujourd'hui. Avec Samalou Kondé, ça il faut l'admettre, il faut mettre ça dans son actif. Il y a la lutte contre la corruption qui a pris une vitesse des croisières. Il faut mettre dans son actif, bien sûr, le tout est chapeauté par les penches du chef de l'État, la vision, l'impulsion du chef de l'État, mais c'est lui qui exécute. Il y a l'éducation avec la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, avec plus de 4 millions d'enfants qui ont regagné les chemins de l'école. Aujourd'hui, on se bat pour améliorer davantage la qualité de l'enseignement. Il y a plus de 23 000 écoles qui sont prises en charge aujourd'hui par l'État, des milliers d'enseignants qui sont payés par l'État congolais. En fait, il y a plein de trucs qui sont réalisés par le gouvernement Sama. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, à ce stade, le chef de l'État n'a pas à regretter les choix qu'il avait portés sur Samalou Kondé. Les bilans. Siméon, vous avez plus parlé du côté positif. Vous voulez dire que tout a marché, il n'y a rien de... Tout n'a pas marché. Tout n'a pas marché parce qu'il y a encore des histoires à faire. Il y a encore des histoires à faire. Il y a encore des réalisations qui attendent. Par exemple, sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, ça marche, mais ça ne marche pas comme on s'y attendait. Ça veut dire qu'il y a encore d'efforts à déployer, il y a encore d'efforts à fournir pour que la sécurité soit rétablie totalement. Ça veut dire que ça marche, mais pas comme on s'y attendait à 100%. Ben, les sociales, vous parlez du social. Vous parlez de la ménagère. Aujourd'hui, quand on parle les sociales, c'est un secteur qui est trop vaste. C'est un secteur qui est trop vaste. Mais quand ça marche, on le sent, dans le panier de la ménagère, par exemple. Nous sentons que la situation s'améliore. Il y a aujourd'hui plusieurs enseignants qui sont, je veux dire, plusieurs médecins qui sont mécanisés. Ils sont mécanisés grâce au fichier Bibois, je veux dire, ils sont mécanisés. Ils touchent à leur prime des risques. Il y a plus de 20 000 agents de l'État, 22 000 agents de l'État qui ont été mécanisés. Aujourd'hui, ils sont payés. C'est les bilans du gouvernement Sama. Le rajeunissement de l'administration publique. C'est le bilan du gouvernement Sama. Alors nous allons voir un ensemble de cloches. Il y a bientôt un recrutement dans le secteur du numérique. C'est le bilan du gouvernement Sama. Il y a plein de réalisations. Je crois qu'il faut une émission appropriée pour ne parler que de ça. Parce que qui parle du bilan Sama parle du bilan Félix. Donc il faut toute une émission spéciale pour parler du bilan de Félix. Merci, qui est à ce stade positif. Qui dresse un tableau, je veux dire, positif par rapport à ces 2 années du gouvernement Sama. Alors Isaac, vous êtes du même avis? Oh, certainement pas. Pour la simple raison que
si vous essayez de demander aux citoyens à l'extérieur ici, sur le bilan de Sama Lukonde, vous entendrez de réactions un peu mitigées. C'est-à-dire, on dira que le bilan est quelque peu mitigé. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, on doit savoir ses attributions, son rôle. Quel est le rôle ou les attributions du Premier ministre avant de juger que son bilan est positif? Le Premier ministre est le coordonnateur des activités gouvernementales. Le Premier ministre gère tout un système où il y a plus de 57 postes ministériels ici. Il est le coordonnateur. On juge quelqu'un d'efficace par rapport à sa manière d'agir. Dans ses attributions de coordonner les activités du gouvernement, nous avons plusieurs secteurs. C'est dans ce sens que mon co-débatteur a souligné ici que lorsque le ministre Bérand, par exemple, met en place un plan national numérique, ça revient sur son actif. Oui, c'est vrai, mais il faut regarder les secteurs clés de la vie nationale pour pouvoir coter un Premier ministre. Je vous donne un exemple très simple. Le pays a adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Sort de ce plateau, renseignez-vous, demandez aux gens ZLECAf veut dire quoi. Des deux. Le chef de l'État, en tant que le premier diplomate du pays, dans sa diplomatie, que certains appellent agissante, a eu à tout faire pour que le pays puisse être réadmis à l'AGOA. Encore une fois, sort de ce bureau, de ce plateau, demandez aux Congolais, l'AGOA veut dire quoi. Ces deux points, c'est un rapport avec les attributions du ministre du Commerce extérieur. Parce que c'est le ministère du Commerce extérieur qui a la charge de gérer la gestion de la politique du commerce extérieur du pays. Ça veut dire que dans les années qui viennent, la RDC sera en proie aux prédateurs africains dans le marché commun de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Je vais prendre un autre secteur. Je prends le secteur des sports. Là, n'en parlons pas. Par là, je veux dire quoi? Le Premier ministre n'est pas le chef hiérarchique des ministres. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre des décisions à la place d'un ministre. On a confié la charge de la gestion du ministère aux personnes jugées compétentes. C'est-à-dire qu'ils sont compétents de prendre des décisions salvatrices pour le peuple dans leur secteur respectif. C'est là que j'ai soulevé certains points. Il peut non plus sanctionner quand ça marche. Non, il peut sanctionner. Quand un ministre s'est méconduit, il commet une faute grave. Le Premier ministre a le pouvoir d'apporter ce cas au chef de l'État et exiger la démission, ou pas la démission, ou la révocation de ce ministre. C'est dans ses prérogatives. Mais il ne peut pas agir à la place d'un ministre. Mais lorsqu'il y a des failles visibles d'un ministère et que le matin, ce ministre ne quitte pas le gouvernement, il y a un problème. Il y a un problème, madame. Je prends un autre exemple de sport. Vous savez que le Congo n'a jamais participé à la Coupe du Monde, de la Fédération internationale de football corporatif. Depuis 2008, on a mis en place la Fédération internationale de football corporatif, qui est une occasion en or qui permet aux entreprises du monde entier de se retrouver dans une Coupe du Monde afin de changer aussi des carnets d'adresses, c'est créer de relations pour développer leur pays. La RDC a adhéré à cette Coupe du Monde corporatif, Coupe du Monde Fédération internationale de football corporatif depuis 2019 avec Franck Ramazani. Mais depuis 2019, en 2020, c'est le barreau de Kinshasa qui devait représenter le pays à Dubaï. Ils ne sont pas partis, le pays n'a pas d'argent. Alors qu'on a un ministère des sports. Et ce ministre est toujours là. Moi, à la place de ça, je devais le sanctionner.
Mais il y a quand même certains ministres qui excellent. Regardez, exactement. Comme par exemple la ministre d'État du portefeuille, Adel Kaïda, qui a eu à relever les entreprises du portefeuille qui étaient des canards boiteux. Là, je donne un exemple. Continue. Vous parlez d'Adel Kaïda. Moi, je vous parlerai de Julien Paloukou, ministre de l'Industrie. Le secteur de l'industrie, si c'est passé, je peux dire, c'est parfait. Arrivant, il a mis en place le plan national d'industrialisation de la RDC. Il a repéré toutes les zones économiques spéciales du pays. Il fait des voyages pour attirer les investisseurs, pour venir investir dans le domaine de l'industrie. Vous voulez dire quoi? On doit coter chaque ministre. Franchement, écoutez, on doit pas prendre, si vous prenez Samalou Kondé, j'ai dit, lui en tant que coordonnateur du gouvernement, si vous dites que son bilan est positif, je dis tout simplement, lorsque nous voyons clairement que ce secteur ne marche pas et que le ministre est toujours là, il doit faire le rapport pour qu'on puisse le remplacer. Non, pour vous, c'est négatif. Pour moi, c'est pas positif. Il faut prendre chaque ministère. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer peut-être de chuter par ici. Je vais vous citer quelques ministères où les ministres se sont bien défendus. Je prends la... Non, ça va prendre non, attends, je vais terminer. Je prends l'aménagement du territoire avec Guy Londo. Là, écoutez, Gisèle, attendez, Gisèle, attends que je termine ma pensée. On va aborder un autre sujet. Je vais aller vite pour te dire, par exemple, si on prend l'administration du territoire, pardon, l'aménagement du territoire, c'est bon, vous prenez les finances avec Nicolas Kazadi, à moins qu'on soit aveugle. Pour voir les recettes que ce ministre a pu réaliser pendant son mandat, c'est incroyable. Les régies financières font maintenant beaucoup de recettes. Alors, de façon globale, je prends le secteur de l'environnement. Je prends le secteur de l'information. Regardez, depuis que le ministre de l'Information, Patrick Mouya, est là, avec son système de redevabilité à l'endroit de la population, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Mais là que je ne juge pas le bilan du Premier ministre positif, c'est parce que les secteurs qui ont failli, les ministres là sont toujours là. Fallait qu'ils sont. Ils doivent. Mais pourquoi il est le chef du gouvernement? C'est comme vous êtes, c'est comme nous sommes ici. Vous êtes directrice des informations ici. Et un jour, les journalistes qui ne travaillent pas comme vous voulez, et ils sont toujours là. Donc, c'est vous qui êtes incompétente. C'est un peu ça. Donc, pour moi, le Premier ministre Sama, comme coordonnateur du gouvernement, j'ai dit, et je le réitère, pour moi, il y a un bilan un peu mitigé. Donc, il doit garder les ministres qui travaillent bien, comme les Adel Kaïda, franchement, je peux te dire, j'ai parlé de Julien Paloukou, j'ai parlé de Bazaïba, j'ai parlé de Adel Kaïda, j'ai parlé de Nicolas Kazadi, je peux parler de Liao. Merci. Et puis aussi. On va passer à un autre sujet. J'ai une réaction. Je suis heureux que mon co-débatteur en face de moi puisse reconnaître qu'il y a plusieurs ministres qui ont bien travaillé. Ça voudra dire que le bilan est positif. Mais qui se contredisent un tout petit peu. Bon, je suis aussi dans sa logique quand il demande à ce que les ministres qui n'ont pas bien œuvré puissent être sanctionnés parce que celui des sports est simplement incompétent. Lui, c'est pas qu'il n'a pas bien travaillé, lui, il est incompétent. Ça saute vraiment aux yeux que son incompétence est notoire. Parce que depuis qu'il est à la tête de ces ministères, nous partons des échecs en échecs. Aucune réussite, aucune victoire. C'est un ministre incompétent. Et je suis convaincu que lors du réaménagement technique du gouvernement, Serge Kondé pourra sauter parce qu'il n'est pas à sa place. Et donc, quand nous disons qu'il y a des ministres incompétents, il faut aussi reconnaître qu'il y a des compétents. Mais la majorité des ministres sont des compétents. Il a parlé de celui des finances. Bravo à lui, à Nicolas Kazadi. Il a parlé de F. Bazaïba. Bravo à elle. Il y a les ministres de la fonction publique. Il y a les ministres de l'EPST. Vous avez tout à l'heure parlé de la princesse Adel Kaïda. Bravo à elle. Il y a plusieurs ministres. Il y a aussi le ministre des pêches et élevage. Parce que vous allez vous souvenir que les chefs de l'État, parmi ses priorités, il y a la pêche et l'élevage. Il avait même promis à Kinkole
lorsqu'il était allé rencontrer les pêcheurs, qu'il avait eu la clé pour mettre fin à la fin, vous allez me permettre cette tautologie, à la fin des Congolais, et la clé c'était l'exploitation des poissons qui vivent dans nos eaux, les poissons congolais. Et je peux informer au public qui nous suit que demain, jeudi, le gouvernement congolais... Parce que les poissons là, on les voit même, parce que les Congolais voient même les poissons. J'informe aux Congolais que demain, jeudi, le gouvernement congolais va procéder à la signature du contrat avec 2 entreprises. L'entreprise Areza, c'est une entreprise et une société espagnole, et les établissements Yetu, société congolaise qui travaille en partenariat avec les Turcs, ils vont signer les contrats pour la construction et la livraison des bateaux de pêche. 15 bateaux de pêche seront livrés à la RDC pour que enfin les Congolais soient à mesure de pêcher dans ses propres eaux. Nous allons pêcher, nous allons utiliser maintenant, nous allons passer à la pêche, à l'étape de la pêche industrielle. Nous allons industrialiser notre pêche avec les bateaux de pêche qui vont devoir venir, parce que quand les contrats sera signé demain, ça voudra dire qu'il faudra compter jusqu'à, à moins que je me trompe, jusqu'à 6 mois pour que ces entreprises puissent nous livrer les bateaux. Et donc, avant les élections... C'est l'annonce, hein? Vous annoncez. Je parle de la signature. Signature, oui. Lorsqu'on signe les contrats, ça veut dire que la tout est prêt. Veut voir des concrétisations. Mais c'est ça, c'est ça la concrétisation. Quand tu signes un contrat avec une entreprise, ça voudra dire que tu as mis à la disposition de cette entreprise les fonds conséquents pour que l'entreprise puisse te livrer et ce dont tu as besoin. Et donc, quand l'État congolais prend l'engagement avec une entreprise X, ça veut dire qu'il y a déjà des moyens qui sont décaissés pour que l'entreprise puisse nous livrer les bateaux, ou bien les moyens qui sont avant d'être décaissés. Et donc, lorsque les contrats sera signé demain, nous devons attendre jusqu'à quelques mois, 5 ou 6 mois, pour que ces bateaux nous soient livrés. Et alors, nous allons passer à une autre étape de la pêche industrielle. Là, c'est avec le ministre de la Pêche et Élevage, le ministre Adrien Bokele, qui est aussi à féliciter. Merci. Qui doit aussi intégrer sur la liste des ministres qui ont bien travaillé dans ce gouvernement de Samaloukonde. Donc, le Congolais vont manger bio. Nous allons quitter l'étape de manger les chinchards, les bélés. Nous allons maintenant manger bio avec le poisson qui sort de nos eaux. Les Congolais attendent ça et ça va arriver. Ça sera parmi les promesses du chef de l'État qui seront réalisées. Et je crois que c'est aussi notamment à cause de ça que les chefs de l'État pourront avoir le suffrage en 2023. Pardon? 30 secondes alors. Attendez. Je veux d'abord rectifier quelque chose que Simeon a développé ici, disant que la majorité des ministres ont bien travaillé. C'est plutôt la minorité. Ça, c'est la première remarque. Et des deux, prenons le secteur tel que le secteur le plus important, le secteur minier ici. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse organiser une conférence minière sur les mines du Congo en Afrique du Sud, Indaba Mining, et que c'est le gouvernement qui doit aller participer? Depuis que le ministre ou la dame qui est Samba, aux mines est là, combien de conférences minières elle a organisées ici? Quel travail il faut qu'il y ait des conférences? Non. Mais comment vous pouvez faire la promotion de vos mines si vous n'appelez pas les investisseurs? Elle aussi, il paraît qu'elle est à la base de beaucoup de trucs là-bas. Autre chose, je prends le secteur des mines. C'est vraiment zéro. À part le fait qu'il n'y a aucune conférence minière, il y a des contrats léonais qu'elle a trouvés sur sa table et qui continuent jusqu'aujourd'hui. Un exemple très choquant. Le contrat entre Kibali Gold Mines et Sokimo qui représente l'État congolais. Qui peut comprendre jusqu'aujourd'hui que l'État congolais n'est que 10% dans le partage de dividendes et 90% vont chez les actionnaires? Il y a un problème. C'est un contrat à revoir. Mais on a la ministre qui est là, elle le sait. Bon, je veux dire ceci pour passer à un autre sujet.
Vous savez, c'est vrai, il y a des secteurs différents et certains ministres se sont distingués dans leur secteur. Mais comme vous avez parlé du gouvernement Sama, c'est-à-dire on s'est focalisé sur le Premier ministre. Le frère a même martelé pour dire que le ministre de Sport, c'est un incompétent et tout, il doit partir. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. J'ai cité un autre ministère ici, Commerce extérieur, avec Jean-Lucien Boussa. C'est la même chose. Parce que il y a 2 ans... Alors, on prend un autre sujet. Il y a 2 ans, il ne reste qu'1 an. Et il n'y a pas eu remaniement. On devait avoir un remaniement après 1 an. Quand on trouve que ça ne va pas. Parce que maintenant, même si on remanie aujourd'hui, après 1 an, on fera quoi? Vous voyez, c'est pour dire que moi, je ne peux pas juger de manière sentimentale, non. Le Premier ministre, en tant que coordonnateur du gouvernement, il a pu laisser des ministres incompétents jusqu'à 2 ans, donc il y a un problème. Merci Isaac Ngwe. Alors nous prenons un autre sujet. Nous allons parler des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, 3e ère opérationnelle, qui débute déjà demain, jeudi 7 février, à l'est de la République démocratique du Congo. Une étape très importante avec les défis sécuritaires et déjà la société civile Ostéton Niet, il refuse des opérations. On ne peut pas gérer autre chose que l'urgence, disent la société civile, notamment des Nirangongo, de Massissi, Siméon. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de la société civile à la veille même du début de ces opérations? Merci pour la question. Mais avant d'aborder cette question-là, de l'enrôlement, des opérations d'identification et enrôlement qui débutent dans la 3e ère opérationnelle, je vais d'abord dénoncer un fait. Par rapport au processus, à ces processus d'identification et enrôlement. J'ai lu hier un communiqué de la CENI qui alertait et qui décriait un fait. Il y a un monsieur qui a été arrêté avec 300 cartes. 300 cartes vierges, non remplies, 300 cartes d'électeurs vierges. Il a été arrêté et je crois que les services compétents sont en train de faire leur travail. Il y a une question que nous devons nous poser. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Qu'est-ce qui a motivé l'action que ce monsieur a posée? Qui est derrière lui? Pourquoi a-t-il eu le courage de se promener, d'abord, de voler ces 300 cartes, de les déplacer et de circuler avec? Où est-ce qu'il a mené ces cartes d'électeurs? Ça veut dire qu'il a un intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Qui est derrière lui? Oui, qui était Massimanimba. C'est ça qui était Massimanimba. Qui est derrière lui? Si ce n'est un politicien. Parce que seuls les politiciens peuvent le faire. Et puis c'est pas sécuriser aussi ces opérations. Et comment est-ce qu'il est arrivé à sortir avec ça? Et là, voilà, c'est là qu'il y a les problèmes. Et là, on finish, on criera à la fraude. On criera aux irrégularités. On criera à la non-transparence. Oubliant que lorsque nous étions pendant les opérations d'identification et d'enrôlement, il y a eu des politiciens véreux, je ne sais pas, opposition, majorité, qui ont eu à orchestrer certaines manœuvres pour pouvoir, au finish, tirer les draps de leur côté. Et là, à la fin des choses, on va salir la CENI. On dira que parce qu'il y a eu la fraude, parce qu'il y a eu la corruption, parce qu'il n'y a pas eu de transparence, c'est la CENI. Mais la CENI aussi. C'est Denis Kadima. C'est ça qu'on dira. C'est le genre de situation que les gens n'aient pas la facilité de sortir avec ces cartes. Madame, ici c'est un problème de conscience. Nous voulons tous du développement de ces pays. Nous voulons tous du changement. Et lorsque nous voulons du changement, chacun doit, à son niveau, amener sa part pour que le pays puisse aller de l'avant. Les agents de la CENI ne vont pas descendre sur terrain. Denis Kadima, les membres du bureau, tous ne vont pas descendre sur terrain pour aller contrôler les bureaux d'inscription. La nuit peut-être. Qui sait si c'est un politicien
qui a coopéré avec un opérateur de saisie, qui a coopéré avec un chef de bureau d'inscription pour qu'on puisse fuiter ces cartes-là. Qui sait? Est-ce que là, Denis doit venir contrôler? Amassimani là-bas, est-ce que là, un membre de la CENI doit venir contrôler? Ça veut dire que c'est un problème de conscience. Si nous voulons que les élections soient transparentes, si nous voulons éviter qu'il y ait de la fraude, chacun de nous, où qu'il se trouve, doit participer, doit être vigilant. C'est maintenant la vigilance. Les élections se préparent de maintenant. C'est pas pour rien qu'on appelle processus électoral. Ça se prépare dès maintenant. C'est un processus qui a déjà commencé et qui va s'achever en 2024. Ça se prépare dès maintenant. Et donc, nous devons tous être réveillés pour que des pareils cas ne puissent pas se répéter. S'il y a des pareils cas, nous devons tous les dénoncer. Je crois que la CENI a dans son communiqué donné les numéros par lesquels nous pouvons joindre les différents membres, je crois, du secrétariat ou du bureau pour que nous puissions dénoncer des pareils cas. On doit tous se mettre à l'œuvre pour que nous puissions accompagner la CENI dans sa détermination de nous donner les meilleures élections transparentes et apaisées, au moins pour la première fois dans notre pays. Et donc c'est un cas que nous dénonçons et nous appelons l'ensemble des Congolais qui nous suivent à dénoncer des pareils cas pour garantir un bon processus. Vous avez consommé votre temps, hein? Répondu à l'enrôlement à l'Est, moi je suis contre la société civile qui demande à ce qu'il n'y ait pas le début de l'enrôlement à l'est de la RDC, parce qu'il y a l'insécurité. Oui, l'insécurité, ça nous écœure tous, mais vous savez, les élections, c'est quelque chose déjà déverrouillé, c'est déjà un peu verrouillé comme ça par la Constitution. La Constitution a déjà verrouillé qu'il y ait élection. Et pour qu'il y ait élection, il faut qu'on puisse identifier qui va voter, qui a les droits de voter, qui est à l'âge de voter. Et donc, si on n'enrôle pas à l'Est, ça voudra dire que nos frères de l'Est ne vont pas voter. Mais il y aura une bonne partie qui ne va pas se faire enrôler parce qu'il y a des territoires qui sont occupés, par exemple, par les hommes. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Il y a eu des réunions entre le gouvernement, la CENI et bien d'autres services étatiques qui sont impliqués. Le gouvernement a garanti qu'il y aura enrôlement dans cette partie du pays. Le gouvernement va prendre des mesures pour que les populations qui sont dans la partie Est puissent être enrôlées. C'est le gouvernement qui sécurise. Et c'est le gouvernement qui a dit qu'il y aura enrôlement, qui a garanti à la CENI, qui a garanti à la CENI que les populations de ces coins du pays seront enrôlées. Je ne vois pas pourquoi la société civile va dire qu'il faut d'abord qu'il y ait la sécurité, et bien l'enrôlement viendra à paix. Eh bien, nous ne sommes pas des dieux. Si c'est fait que, je ne le souhaite pas, au moins je suis convaincu qu'il y aura la paix incessamment, la paix sera restaurée incessamment. Mais si c'est fait, que par malheur, je dis que je ne le souhaitais pas, par malheur, la paix n'est pas rétablie jusqu'au moment des élections. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire? Et donc, qu'on laisse chacun faire son travail, le gouvernement va sécuriser, la CENI va enrôler, et nous irons aux élections. Isaac, qu'est-ce que vous pensez de ce mécontentement de la société civile par rapport à ces enrôlements qui doivent débuter demain déjà, et la société civile qui craint qu'il y ait par exemple des infiltrations et n'est pas d'accord au fait qu'on emmène des kits là où les réfugiés, ceux qui ont fui, qui se sont réfugiés, alors ils veulent à ce qu'il y ait d'abord retour de la paix, que tout le monde puisse prendre part à ces opérations et puis éviter les infiltrations. Parce qu'il y aura les groupes armés peuvent aussi profiter pour obtenir leurs cartes, les étrangers. Attends. Je vais d'abord prendre votre dernier point, infiltration, les étrangers peuvent prendre les cartes et tout là. Je ne sais pas quelles sont les dispositions que la loi a mises cette fois-ci avant d'attribuer une carte d'électeur à quelqu'un. Les deux derniers processus, c'était quoi? Il suffit que 5 personnes qui détiennent des cartes d'électeurs puissent témoigner que telle personne est congolaise
On lui attribue une carte d'électeur. Mais moi, ce qui me choque, je suis en train de penser, est-ce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, de la haute technologie, ou nous vivons encore vers les années 70? Parce que je ne peux pas comprendre, Gisèle, comment expliquer qu'une personne puisse être enrôlée dans deux centres différents. Il y a deux cartes d'électeurs. Ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Je te jure. Quelqu'un qui va dans un centre et il a la carte, il a la carte, il va aussi dans un autre centre, il a la carte. Deux cartes. Maintenant, là, ça s'est fait. Deux cartes. Bon, dites-moi, quels sont les mécanismes que la CENI... Vous avez vu, mais il fallait dénoncer. Attendez. Et qu'est-ce que je fais ici? Quels sont les mécanismes que la CENI a mis en place pour empêcher que quelqu'un soit enrôlé deux fois? Ça, c'est un. Des deux, comment pouvez-vous comprendre, je veux seulement dire, donner ces processus, par exemple, aux Allemands, hein, il n'y aura pas d'infiltration, il n'y aura pas de ceci. Pourquoi? Parce que quand vous êtes enrôlé dans un centre, le fait que vous avez déjà été enrôlé, c'est comme le jour du vote. Dès que vous votez, on vous colle l'encre indélébile qui peut être sur vous pendant au moins 3 ou 4 jours. Je pense que quand vous êtes enrôlé dans un centre, quand vous allez dans un autre centre pour vous faire enrôler pour la seconde fois, en donnant votre nom, on doit vous arrêter. On devait avoir une centrale où toute personne qui est enrôlée, il est dans le système. Quand vous voulez vous enrôler pour la deuxième fois, on vous repère. Mais je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés à cette technologie alors que tous les moyens sont là. Maintenant, j'entre dans les zones opérationnelles. Je suis tout à fait d'accord et je soutiens la société civile du Nord Kivu de refuser l'enrôlement dans leur territoire ou dans les territoires occupés par les M23 et tout là. Bon, je veux dire que si on enrôle les Congolais là où se trouvent les M23, donc on peut dire qu'il s'agit d'une complicité. Donc les M23 collaborent maintenant avec le gouvernement pour enrôler les gens. Il y a un problème. Moi, j'ai fait Est plusieurs fois. Vous le savez, de 2005 jusqu'en 2018. J'ai une idée claire de la situation sur le terrain. La société civile du Nord Kivu a pleinement raison de refuser à ce qu'on ne puisse pas aller à l'enrôlement dans cette situation. Mais Siméon dit que la situation peut changer à tout moment. Attends, regardez Gisèle, parce que vous avez brusquement changé les sujets. Quand vous dites ça va changer, moi ce qui me choque, ce sont des promesses. On aura 15 bateaux, ça ce sont des promesses. Regardez, je vous ai parlé du ministre Julien Paluku ici. Hein? Aujourd'hui à Goma, on ne parle pas de pêcherie industrielle. Quand il a commencé les démarches, il n'a rien dit. Quand le temps d'inauguration de la pêcherie industrielle de Kituku est arrivé, Paluku a appelé les médias. Donc nous sommes dans un moment où ça ne sert plus à promettre vous aurez ceci, comme pendant le régime passé, on nous promettait toujours. Ah, les FARDC feront tout pour que la guerre, feront tout. Les gens en ont marre avec des promesses. On veut des actes concrets. Promettre, ça n'a pas de sens. Poser des actes concrets, que les gens sentent que voilà. Par exemple, vous parlez de quoi là? On va sécuriser. Oui, on va sécuriser comment? Il n'y a qu'un moyen de pouvoir sécuriser la population, c'est lorsqu'on a une armée. C'est la force qui impose la paix. Or, notre pays, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour avoir son armée. Nous n'avons pas encore une armée. Parce qu'une armée, c'est le commandement. Une armée, c'est le militaire. Si on n'enrôle pas de ce côté-là, juste qu'on n'aura pas. On peut aussi aller aux élections avec... Moi, je dis ceci. Oui. Je prends les territoires où se trouvent les M23. Dites-moi par quel mécanisme vous allez enrôler là-bas. Gisèle, soyons pragmatiques. La force régionale s'est engagée, non? Attendez. Vous engagée pour écoutez, vous parlez de la force... Attendez. Vous parlez de la force régionale qui est composée de qui? Des gens qui sont contre notre pays. Je vous ai dit ici, et je réitère, que je n'ai jamais cru à toutes ces forces étrangères, forces régionales. Gisèle, il n'y a que les forces armées de la République démocratique du Congo qui peuvent sécuriser le pays.
C'est maintenant qu'on est en train de construire l'armée. Malheureusement, c'est arrivé en retard. À un an de la fin de mandat, on commence à former l'armée. On a recruté il n'y a pas longtemps plus de 25-30 000 militaires. Moi, je compte sur les recrues. La formation d'un militaire prend au moins 18 mois ou 24 mois. C'est lorsque la formation prendra fin, nous avons maintenant une armée structurée, organisée. On ne va pas négocier avec les M23, on va les traquer. Les Romains disent, si Wispa Kempar Abelum, si vous voulez la paix, prépare la guerre. Je ne compte pas à ces forces régionales, je suis désolé. Je ne compte que... Regardez même en 1965, si vous voulez connaître un peu la situation actuelle et une petite idée sur le passé, sur l'histoire. Mobutu, quand il a accédé au pouvoir en 65, il a trouvé une armée. Lis son livre intitulé « Dignité pour l'Afrique ». Mobutu déclare dans son livre que je ne pouvais pas faire confiance à une armée de mutins. Parce qu'en 1960, il y a eu une mutinerie. Mobutu devait former son armée à lui. C'est ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire maintenant. Il doit former son armée. Une armée infectée avec des militaires sans formation, avec des militaires sans probité morale. Quelqu'un qui a violé des filles et tout là, il est dans l'armée. On n'a pas une armée. Je compte que sur les nouveaux recrues, même les réformes de 2008 ont montré ses limites. Les réformes des Alors, Isaac, vous voulez dire quoi? On doit stopper avec ces opérations? Moi, non, j'ai dit ceci. Je me demande seulement comment on peut enrôler dans un territoire où les M23 sont là. Je ne sais pas s'ils ont fait la même chose que Kound avait fait en 2008. C'est-à-dire quand il a pris le contrôle de Rutshuru, il a hissé son drapeau. Et généralement, c'est ce que font les rebelles. Quand ils occupent un territoire, ils mettent leur drapeau. Je ne sais pas si les M23 aussi un drapeau. Je ne suis pas allé pour vérifier. Mais vous ne croyez pas la détermination du gouvernement? Même le chef d'État l'avait dit que cette partie, il a exprimé sa détermination pour la pacification. Là où je crois au chef de l'État, dans ses démarches de pacifier l'Est, ses accords avec la Russie pour le moment, sa décision de recruter, de former l'armée. Vous voyez, Gisèle, je crois que la guerre prendra fin, mais je sais que ce n'est pas maintenant. C'est quand notre armée sera prête, peut-être après 18 mois ou après 2 ans. Merci. On va terminer avec la dernière question, Siméon. Comment vous entrevoyez la suite Je crois que les choses doivent être dites de façon claire. Le gouvernement est là pour restaurer la paix. Et comme le gouvernement nous l'a rassuré, il y aura bel et bien enrôlement dans la partie Est. Le gouvernement va s'impliquer pour qu'il y ait enrôlement, que ces populations de l'Est soient enrôlées pour aller ensemble avec nous autres aux élections. Mais si c'est fait que, dans les pires des cas, les agents de la CENI ne savent pas accéder dans des zones entre guillemets occupées par le Rwanda. Mais on n'aura pas de choix. Les politiciens devront se parler. Parce que là, il s'agit d'eux. Ils devront se parler. Ils devront comprendre que, comme en 2018, je crois à Butembo, ou Bunia, une partie des contrées comme ça ont été écartées à cause d'Ebola. Et ils devront comprendre que, cette fois-ci, telle zone, telle contrée, n'ira pas aux élections à cause notamment de l'insécurité. Ils devront se parler et lever l'option. J'ai dit, au pire des cas, les politiciens devront se parler et lever l'option. Ce ne sera pas l'affaiblissement de l'État qui est incapable de restaurer la paix. Non, vous savez, madame, vous savez, la situation de l'insécurité à l'Est, c'est une question complexe. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je félicite la méthode avec laquelle les chefs de l'État abordent cette question. Il y va de façon souple pour pouvoir mettre définitivement fin à cette question. J'ai dit bien définitivement fin. Parce que tous les régimes qui sont passés n'ont pas réussi à mettre fin à cette question.
Ils n'ont pas réussi à mettre fin à cette question. Mais les chefs de l'État est en train de tout faire pour définitivement mettre fin à cette question. Parce que la manière dont le M23 est en train de nous amener aujourd'hui, vous allez vous souvenir qu'ils sont, c'était l'AFDEL. De l'AFDEL, nous sommes allés au RCD, des RCD, CNDP, des CNDP. Aujourd'hui, on a le M23. Ils sont en train de changer des noms. Ils sont en train de changer des noms. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Tshisekedi accepte de négocier avec le M23, demain, ils vont revenir sous un autre nom. Et donc, sa méthode de définitivement mettre fin au M23 et à la situation de l'insécurité à l'Est, c'est une méthode à saluer. Merci Siméon. Kiosque est fini. Merci Isaac. Merci. Je voulais dire quelque chose? Oui, bien sûr. Très vite alors. Oui, je veux dire tout simplement ceci. Lorsque Simon parle de négociation, il faut que les politiciens doivent s'entendre pour pouvoir organiser les... Je ne parle pas de négociation, je parle d'une option qu'ils doivent lever. Quelle option? C'est mettre de côté une partie qui n'est pas... Non, voilà, ils doivent s'entendre. Moi je dis ceci. Il ne faut pas que ça soit fait de manière unilatérale. Écoutez, la société civile dit... Tant que le territoire est sous-occupé par les rebelles, ils ne souhaitent pas qu'il y ait enrôlement là-bas. Il y a plusieurs raisons. Et moi, je dis, je ne pense pas qu'une quelconque négociation ou dialogue entre les politiciens puisse organiser ça. Je ne crois qu'à l'imposition de la paix par la force. Merci. Kiosque est fini. Merci Siméon. Merci Isaac. Merci à Doudou Montir et son équipe technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Merci de nous rester fidèles et on se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.